Bonjour, vous avez bien raison d'applaudir cette bande-annonce signée Olivier Gonor qui travaille à la Cinémathèque française. Bienvenue, merci à tous d'être venus si nombreux, d'avoir même bravé les problèmes de ligne 14. Bienvenue dans le cadre de cette rétrospective Darren Aronofsky. Je vous rappelle un peu le déroulé de cette séance, mais aussi de cet après-midi. D'abord, donc, une projection de Black Swan qui s'est suivie d'une leçon de cinéma avec le cinéaste. Benoliel et moi-même, nous discuterons avec lui, mais vous pourrez aussi poser vos questions, donc vous pouvez dès à présent y réfléchir, en tout cas pendant le visionnage du film. Et à 18h, je le rappelle, signature sur la mezzanine à la librairie de la Cinémathèque. Vous pourrez faire signer le DVD Blu-ray du film Requiem qui vient de ressortir. Et à 19h30, le cinéaste sera à nouveau présent pour la dernière présentation de ce cycle, qui sera donc Mother. Cette rétrospective, vous l'imaginez, faire venir un cinéaste américain, ça demande un gros travail de préparation. Et j'aimerais remercier quelques personnes. En premier lieu, Rania Griffith de Bubblecom. Vous pouvez l'applaudir. Mais également Yves Chevalier et Stéphane Chevalier, également chez Bubblecom. Bubblecom qui ressort le DVD Blu-ray de Requiem que vous pourrez faire signer tout à l'heure. Et également l'équipe des Acacias, Jean-Fabrice Janotti et Nadine Mila. Vous pouvez également les applaudir. Les Acacias qui ressortent la version restaurée de Requiem for a Dream en salle à partir de mercredi 9 avril. Voilà, quelques mots sur Black Swan. Le film est sorti en 2010. Ça a été un immense succès à la fois critique et public. Pour vous donner une idée, le film a coûté un peu moins de 10 millions de dollars et il en a rapporté 100 millions au box-office. Le film a été nommé pour 5 Oscars, donc Darren Aronofsky a notamment été nommé pour l'Oscar du meilleur réalisateur, et Natalie Portman, l'actrice principale du film, a elle remporté l'Oscar de la meilleure actrice. Le film avait fait lui l'ouverture du Festival de Venise en 2010. Voilà, je ne vous en dis pas plus, on aura l'occasion d'en parler pleinement avec le cinéaste tout à l'heure, après la projection du film. Je vous souhaite donc une bonne projection. Bien, voilà, vous venez de voir ou de revoir Black Swan, un grand son et lumière, un spectacle total. Le maître d'œuvre de ce que vous venez de voir est ici. Je vous demande de réserver le plus chaleureux accueil à Darren Aronofsky. Thank you very much, Paris. Darren Aronofsky, bonjour. Bienvenue de nouveau à la Cinémathèque française dans cette salle Henri Langlois. On est évidemment ravis de vous accueillir et merci encore une fois, j'allais dire, d'accompagner chacun de vos films. Je disais à l'instant, on vient de voir ou de revoir Black Swan. Je ne sais pas si vous-même vous revoyez jamais vos films. Mais quand il vous arrive de penser à Black Swan, que ce soit le tournage ou le film lui-même, qu'est-ce qui parfois vous revient instinctivement en premier? Un plan, une scène, une situation, un détail? À quoi vous pensez quand vous pensez à Black Swan? Not much. Pas grand-chose. Je ne vous crois pas. I try not to rewatch the films. But I kind of feel like it's a lose-lose situation.
there's undeniably going to be things that you would want to fix, and that will screw with your mind. And then there'll be things that make you really proud of yourself, and that will screw with your mind too. Alors j'ai tendance à ne pas trop revoir mes films parce que je trouve que c'est une situation dans laquelle on est perdant à tous les coups. Soit il y a immanquablement des choses qu'on va avoir envie de faire mieux, de corriger, et donc ça va nous torturer. Et puis des choses dont on va être fier et ça va aussi nous torturer en fait. I spent actually the morning with Natalie. We went up to the flea market in the north. She sends her best and all of her love. But you know, when I look at her, I don't see Nina. I just see my friend Natalie, so that's good. I don't know. I guess I see some shots every once in a while. Like I watched the thing that you did for me at the beginning of all the shots from my movies, and I'll be like, "Oh, that's a cool shot," you know. So that's about it. Alors, il se trouve que j'ai passé la matinée au puce avec Natalie Portman, qui vous passe le bonjour. Mais quand je la vois, je ne pense pas au personnage de Nina, je vois juste mon amie Nathalie. Parfois, je tombe sur des plans, comme par exemple quand j'ai regardé la bande-annonce que vous avez faite. Et je fais, il est pas mal ce plan, mais ça se limite à peu près à ça. Darren, je veux rappeler... Asa, you don't want to go sit down? You don't have to be close. Okay. Okay. Just checking on my friend. Darren, je le rappelais en introduction, le film est sorti en 2010, vous l'avez présenté à Venise en ouverture du festival, mais il nous semble que le projet remonte à bien plus longtemps. Vous pouvez nous rappeler les prémices du film? I'd like to talk about the premiere. We were the opening film of the Venice Film Festival, and I remember on my left was Natalie, and on my right was the wife of the president of Italy. The president of Italy was won over, not the prime minister, but the president. I think he was like in his late 80s. She was in her late 80s, and as the film was starting, I was thinking, oh my God, what am I about to do to this lady? J'aime bien parler de la première, justement, cette ouverture à Venise. À ma gauche, j'avais Natalie Portman et à ma droite, j'avais la femme du président italien, qui était un homme assez âgé, qui avait largement 80 ans, et sa femme également. Et je me suis tournée un peu vers sa femme en me disant moi-même, oh là là, mais qu'est-ce que je vais lui faire à cette pauvre dame? But it was, I guess it all started, my sister was a ballerina when I was younger. I was not very interested in it, and when I looked at ballet, I did not understand it at all. But I realized that there, of course, must be an incredibly detailed and complicated world behind that art, and that the nice thing about when you make a film, you get to sort of get a PhD in every subject matter you sort of explore. So I saw it as a good way to try to figure it out and try to understand what it was all about. At the same time, I was really interested in doing something with Dostoevsky's The Double, because I thought the idea of losing your identity was actually a great horror trope that hadn't been used that much. So those two things were floating in my head, and then while doing some research and learning about ballet, I went to see a production of Swan Lake, and I realized, oh my gosh, there's a double in Swan Lake. So that was a big kind of light bulb moment that started it all. Ma sœur était danseuse classique quand elle était plus jeune. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup à l'époque. C'est quelque chose que je comprenais pas vraiment, mais je me doutais qu'il y avait évidemment derrière tout ça un univers assez complexe et codifié. Et quand on se met à faire un film sur un sujet, évidemment, c'est comme préparer une thèse sur ce sujet. On devient expert et on se met à mieux le comprendre. J'étais aussi également intéressée par la thématique du livre de Dostoïevski, Le Double, l'idée du double, de ce que c'est que de perdre son identité. Je trouvais que c'était une thématique de film d'horreur horrifique assez riche, même si elle était assez, je trouvais, sous-exploitée. Et en commençant à faire des recherches, je suis tombée sur le lac des Cygnes, et j'ai dit, tiens, il y a une histoire de double dans le lac des Cygnes, et c'est là qu'un peu j'ai eu une sorte d'illumination. I knew I wanted to do something in the ballet world, and I met with Natalie, I think over 10 years before we actually made the film, and started talking about it. But it took a long time for
for me to figure out how to get the script created and figure out the project. There were several different writers, and they all brought different things to the project, but it didn't really quite make sense until Mark Heyman, who actually worked for me as an assistant, decided to try and give it a shot. Now he's become a really big writer. Et donc, je savais que donc, le monde du classique, ça intéressait aussi Natalie Portman, puisqu'on en avait discuté. On s'est rencontrés 10 ans avant que le film ne se fasse. Je savais que j'avais envie de faire quelque chose là-dessus, mais il a fallu beaucoup de temps pour mettre un scénario sur pied, pour développer vraiment le projet. Plusieurs scénaristes s'y sont essayés, et ça a mis du temps à prendre forme jusqu'à ce que Mark Heyman, qui est ensuite devenu un grand scénariste, s'embarque sur le projet. And after the success of The Wrestler, which was sort of an unsurprised success, we thought that Black Swan would be easier to get made. We had a few movie stars with Natalie and Mila and your very own Vincent Cassel, and but it was extremely difficult. Basically, everyone in Hollywood and even your Wild Bunch, who had made The Wrestler, everyone said no to the film. And I'll never forget, one comment was, when I said why, they were like, well, horror fans don't like ballet, and ballet fans don't like horror. Et après le succès un petit peu surprise de The Wrestler, je me suis dit que Black Swan serait peut-être plus facile à monter. Il y avait en plus des stars, il y avait Natalie Portman, Mila, Kunis et Vincent Cassel, notre régional de l'étape. Mais ça a quand même été extrêmement difficile tout au long du processus, parce que je me suis entendue dire à Hollywood et un peu partout, même Wild Bunch, tout le monde m'a fermé la porte en me disant, notamment quand je demandais pourquoi, on dit les fans d'horreur n'aiment pas la danse classique, et les gens qui aiment la danse classique n'aiment pas le film d'horreur. I think everyone speaks English, because no one laughed at the joke in French. We could go twice as fast without you. Sorry. Sorry, that was rude, I guess. We're friends. So. Anaïs Duchet, notre traductrice, she's perfect. Tu traduis pas? Sorry, now I put the pressure on. Okay. I'll use bigger words that are hard to translate. Vous venez de dire à l'instant que The Wrestler... Well, I need her because I can't understand what these guys are saying. Vous venez de dire à l'instant que The Wrestler, du fait de son succès et de son accueil, a aidé et a en quelque sorte accéléré la possibilité de faire Black Swan. Mais est-ce que, j'allais dire, le sujet même de The Wrestler, d'une certaine manière, a infusé un petit peu Black Swan, ou l'a modifié, ou vous a aidé à le préciser? You mean the body as, yeah. There was like when I first graduated from film school, I made a list of different things I was interested in maybe exploring for movies, different ideas. It was like a list. And I really had this idea of a ballerina and a wrestler having a love affair. But then I realized there was enough for 2 movies. But I think the reason they were linked is because even though wrestling is seen as like the lowest possible art, and ballet might be the highest possible art, their techniques are actually not very different. They all use their bodies, and they all take a lot of damage on their bodies, and there's always the fear of injury. So there were just lots of themes that were playing in both of them, but it's kind of weird because the development on them were very different. 2 different writers, and 2 different very time periods. I think The Wrestler was a much shorter development period, and Black Swan took a lot longer. But somehow, I guess, I did work very closely with the writers, so I imagine that thematically I was pushing them in a certain way. And so I guess that's probably why they are siblings.
Il se trouve que après mon école de cinéma, quand je suis sortie diplômée, j'avais fait une liste un petit peu d'idées, de thématiques que j'avais envie d'explorer peut-être plus tard dans mes films. Et j'avais eu l'idée d'une danseuse classique et d'un catcheur qui tomberait amoureux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait de la matière pour faire 2 films complètement différents. Le lien, sans doute, c'est que même si là, le catch est considéré comme un art mineur et la danse classique comme un art majeur, ou noble, mettons, et le catch pas très noble, la technique, il y a beaucoup de similitudes dans la technique. Ce sont 2 arts, 2 activités qui font beaucoup souffrir le corps. On a sans cesse la peur de se blesser. Donc ce sont effectivement sans doute des thématiques transversales, mais même si j'ai travaillé de façon assez différente avec des scénaristes différents et des époques différentes, il y a un film qui s'est développé assez rapidement et l'autre vraiment sur le temps long, mais peut-être que mon influence à moi, le fait que j'ai quand même travaillé à l'écriture des 2, peut-être aussi que oui, effectivement, ça a infusé. Oui, on va y revenir parce que c'est très intéressant sur l'idée des similarités, aussi la différence et dans le traitement, sur la mise en scène. Mais je voulais juste revenir sur Black Swan, sur le fait que vous reprenez dans le film tous les éléments du conte de fées. D'ailleurs, ça revient souvent dans le film où le personnage elle-même raconte l'histoire du lac des cygnes et de cette princesse, de cette femme qui est enlevée, qui est transformée en cygne et à qui on jette un sort. Et là, vous en faites un film d'horreur, ça touche au fantastique. Est-ce que ça, c'était l'idée de départ, de reprendre les éléments du conte et de les transformer? I think Black Swan the ballet is kind of, I mean, it's definitely a tragedy. Although it's funny, I went to see performances of Swan Lake all over the world. And I went to see it at the Bolshoi, actually. And the end of Swan Lake at the Bolshoi in Russia is a happy ending. Le ballet, le lac des cygnes en lui-même est quand même une tragédie. Il se trouve que j'en ai vu des représentations un peu partout dans le monde et au Bolshoi, en Russie, eh bien, ça finit bien. But I always saw it as a tragedy, and very early on, it's a good question, but I think it was, I think because of that initial idea of Dostoevsky, the double, and the horror of that, I was definitely going into that kind of psychological thriller world, and it just, the competition that's innate in ballet added and fueled to that. But at some point we realized that there was also like a werewolf movie going on, but it was a were-swan movie. And then that sort of influenced, there's a metamorphosis also going on in this. And so, seeking out the violence in birds was sort of and what makes birds scary became something we started to look into. Donc encore une fois, pour moi, je le voyais vraiment comme une tragédie et comme je voulais aussi travailler l'idée du double de Dostoïevski, c'était tout à fait la veine d'un thriller psychologique qui confine à l'horreur. La concurrence qui a lieu dans le monde de la danse classique a nourri aussi tout ça. Et aussi à un moment, je me disais qu'en dessous de ça, il y avait un film de loup-garou, alors en l'occurrence plutôt de cygne-garou, si on peut dire. Et ça, évidemment, avec cette métamorphose qui intervient, ça a interrogé aussi tout ce qui peut faire peur dans l'oiseau et la violence qui peut être aussi inhérente aux oiseaux et ce qui fait peur chez les oiseaux. Et en plus de la référence à Dostoïevski au double, donc la référence littéraire, est-ce que vous aviez des références cinématographiques? That's always a hard question because there's just so many movies that have gone into my head. Direct influences. I don't know. We watch a lot of movies when we are prepping a movie, but we definitely try to figure out our own sort of film grammar and our own sort of take on the material. It was like, it was interesting because we took the camera from The Wrestler, which was a handheld kind of cinema verite camera, and we decided to put it into a horror film. And we really couldn't find an example of that being done before. I mean, you have found footage films like Blair Witch, but nothing with like a
where a camera is telling a story. And so we were a little nervous that having a cinema verite camera would take away the fear factor. So like when Natalie or Nina is alone, but there's a handheld camera following them, would the audience go, oh, but there's a camera person there? So we didn't know if it would work to do. So I really couldn't find any references for that. C'est toujours compliqué de savoir si on a des références parce que dans son parcours de cinéphile et d'étudiant en cinéma, on voit tellement de films et notamment en préparant les films, j'en regarde beaucoup, mais à chaque fois avec les équipes, on essaie toujours d'établir une grammaire qui va être propre à ce qu'on va raconter et une vision propre. Et l'idée de prendre la caméra embarquée de The Wrestler en forme de cinéma vérité et de l'injecter dans un film d'horreur, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment vu, à part dans des films de found footage, mais c'est un peu différent. Et là, je me demandais si cette méthode de ciné-vérité n'enlèverait pas la notion, la sensation de peur, quand on voit les personnages, notamment les personnages féminins, qui sont seuls à un moment et on voit qu'il y a une caméra qui les regarde. Je ne savais pas si ça fonctionnerait ou pas, et pour le coup, j'avais pas beaucoup de références pour savoir si ça pourrait fonctionner ou pas. Mais effectivement, le sentiment qu'on a quand la caméra est portée, et en particulier dans les séquences de ballet, la question à la fois qu'on se pose en même temps qu'on assiste au spectacle, c'est est-ce que ça veut dire que le caméraman, qui portait la caméra à l'épaule, dansait en quelque sorte en même temps que les danseurs, et donc il avait fallu que le caméraman, en quelque sorte, apprenne lui aussi la chorégraphie. Oh yeah. The camera was definitely dancing with, and we had to, of course, adjust the choreography so that the camera could weave in and out of the actors. So it would start off, the piece would be choreographed. I would watch it, and then I would slowly then walk through it and show the camera person how to operate it. And as we were doing that, sometimes certain parts of the choreography would have to be adjusted to allow the camera access, but we wouldn't want the camera for the audience to see how the camera has access, so how to hide that. But it was a constant challenge, and getting the right camera person who could move on their feet was also a big challenge. Oui, absolument. La caméra, on peut dire tout à fait qu'elle dansait avec les acteurs. On a fait des chorégraphies, on les a un petit peu adaptées de façon à ce que la caméra puisse se faufiler. Parce que la façon dont ça se passait, c'est qu'on chorégraphiait une scène et moi je regardais ce que ça donnait et ensuite on montrait au cadreur comment se positionner, se mettre en place. Parfois on adaptait un petit peu, mais sans jamais que ça gêne la danse, évidemment. Il ne fallait pas que ça empiète sur la danse, il fallait que ça reste fluide et d'une certaine manière on ne voit pas les coutures, on ne voit pas que c'était fait pour être filmé. It was a technique I kind of... But like during the fight scenes, we wanted to kind of make elegant shots that handed off to each other instead of like normal coverage. We wanted like one shot to then end and hand off to the next camera and then to the next camera. So it would allow it would go all the way up to when a stunt could be performed, and then we would pick it up another way. And so we just really worked that out. We knew what the whole fight was, and then we figured out how the camera would cover it. And we did the same thing with the ballet, but of course it became more complicated with ballet because they're longer pieces. Et la technique que j'avais un peu apprise sur The Wrestler, c'était pour les scènes de combat d'apprendre à avoir une sorte d'élégance dans la façon de filmer les scènes, une élégance dans les raccords, vraiment faire comme ça montrer la montée en tension jusqu'à ce qu'il y ait ensuite la coupe pour la cascade et ensuite on revenait au plan de combat et puisque le match se déroule d'une façon qui est aussi chorégraphiée, donc on connaît exactement le déroulement. Donc c'est un petit peu la même chose ici avec la danse, même si c'est plus complexe et les séquences étaient plus longues également. Mais vous décrivez effectivement une caméra qui danse, une caméra dansante. Mais quand on voit le film ou quand on vous écoute, on se demande alors, en fait, je me demande deux choses. D'abord, est-ce que comme Vincent Cassel dans le film, lorsqu'il fait répéter sa ballerine, il y a un moment il lui dit « encore ».
Encore. Est-ce que vous-même, avec ces scènes-là, vous avez dû faire beaucoup de prises? Est-ce qu'il a fallu recommencer plusieurs fois? Et la question que je me pose aussi, enfin l'autre question, c'est est-ce que vous travaillez dans ces cas-là, ou en général, avec un storyboard? Ou pas du tout? Well, that scene with Vincent, where he's being an asshole. As far as I remember how we covered it, I think there's like a long lens on Vincent through the dancers. And of course, Natalie had to dance that piece. And then we sort of covered her doing the dance as well and doing the same move over and over again. But it was all planned and plotted. It was scripted, that scene, as is. So the actors' growing frustration, for instance, was something we definitely... Well, actually, how does that scene, it's been a long time, does that scene stay on Vincent the whole time and they come through it? Is that how it is, the scene? Is the camera just like a long shot on them and they're just coming out, but it stays on Vincent? Is that how I did it? De Vincent, it goes back and Natalie. Okay, yeah, I don't remember. Anyway, I thought I did it in a better way, but see, that's why I'm not going to watch it. Yeah, it all comes out of the script, and then figuring out how to tell the story of what's happening in the script. Storyboarding, I mean, I'm sure that we do storyboards in very complicated sequences, but like trying to storyboard a ballet dance like that, which is a whole movement, doesn't really make much sense. You sort of have to just work it out when you get there. I used to storyboard everything. The entire Requiem for a Dream and the Fountain were entirely storyboarded. The Wrestler, I didn't have one storyboard because Mickey Rourke was completely unreliable. We did, in some way, we knew what the wrestling fights were, so we had a sense of what those shots were. I imagine for Black Swan, we knew what the ballet dances were. But I think in general, like, what The Wrestler gave me kind of confidence with is that if you have enough time, you can get to a location and the actors are rehearsed, and then you can figure it out in the moment. And there's something beautiful about that. So like generally what we do now, mostly, is the actors will come to the set before anyone really gets to work on it. Just me and the actors, and we'll spend some time, we'll get up on our feet, we'll look at it, I'll see what their instincts are. I might try to then shape them to make it a little bit more simple for camera, meaning if they move too much around to cover it, just might be too hard to make in a day, and I'm like, well, maybe you could go back to that same location knowing that the camera would already be there. And then I bring in my cameraman and maybe a few other people, and we talk. I show them what the idea is, and then it becomes Maddie's set, and he lights it, and we go off and do something else, and then we come back and shoot it. It's kind of the technique. In the more really technical action sequences, when there's a tremendous amount of departments working, you can't really do it that way because there's a lot of wasted time. So you have to come more prepared, and that's when storyboards are really good. Oui, la scène où Vincent Cassel fait cette demande de répétition, effectivement, tout était écrit, c'est-à-dire que tout est dans le scénario. Et donc le découpage est déjà là, y compris la frustration grandissante des danseuses. Donc je m'appuie vraiment sur le scénario. Le storyboard, parfois, pour des scènes un peu complexes, ça peut servir. Là, pour la danse classique, c'était vraiment tellement compliqué qu'il fallait vraiment se rendre compte des choses sur place. Sur Requiem for a Dream et sur The Fountain, je sais que j'en faisais pas mal. Sur The Wrestler, j'ai un peu laissé tomber parce que Mickey Rourke
beaucoup trop imprévisible, on ne peut pas trop compter sur lui pour suivre les choses. Mais sur The Wrestler, j'ai acquis une sorte de confiance dans le fait, une sorte de processus de prendre le temps, d'être en plateau d'abord avec les acteurs et de faire des répétitions et de voir ce qui ressort de cette répétition au fur et à mesure. Et il y a une certaine beauté dans le fait de laisser les choses comme ça se dérouler. Donc c'est quelque chose que j'ai pas mal fait. Je vais juste en plateau avec eux. Et on prend du temps dans l'espace. Je leur dis de suivre un petit peu d'abord leurs intuitions. Et ensuite, j'essaie de simplifier par rapport au mouvement de caméra, par rapport à leur placement, par rapport à la caméra, pour essayer de boucler le maximum en une journée. Et ensuite, je fais intervenir donc le chef opérateur et les cadreurs. Et je leur soumets les idées, et ensuite, voilà, c'est le chef opérateur qui prend le relais sur la façon de tourner la scène, évidemment. Mais sur certaines actions un peu complexes, il faut vraiment, oui, c'est mieux d'être plus préparé, donc de faire un storyboard. On le sait, la danse classique, en tout cas les danseuses de danse classique, après la danse dès leur plus jeune âge, les petits rats de l'opéra, comme on les appelle, qui commencent à l'âge de 10-11 ans, et c'est toute une carrière. Comment vous avez présenté le rôle à Nathalie et quelle était son implication, en tout cas en termes d'entraînement, type d'entraînement, combien d'heures d'entraînement, ça par rapport au début du tournage? Est-ce que ça se compte en semaines, en mois, peut-être en années, puisque vous disiez que vous aviez véhiculé le projet début des années 2000 après Requiem for a Dream. À partir de quel moment Natalie Portman a commencé à se préparer pour le rôle de Nina? She did 2 years of work for it. But she also trained us in ballet when she was a girl. It really didn't start about when we were 2 months out. I wasn't sure if it was going to work. And then something just clicked. And we got really close. So it just sort of happened. Ça lui a demandé 2 ans de travail, sachant qu'elle avait déjà une formation de danseuse classique quand elle était petite, elle avait fait de la danse classique. Mais on n'était pas certain que ça allait fonctionner jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de déclic environ 2 mois avant, juste avant que ça se fasse. Là, il s'est vraiment passé quelque chose, on a compris que ça allait marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? There were just a lot of people working on it. The actual, I don't know. It just, it was a strange thing. It was like, I think it might have been as much like her mental state, finally like totally clicking in. I don't know. It's a good question, but I'm not really sure what it was. C'est difficile à dire, c'est quelque chose d'un peu indéfinissable. Peut-être c'est une bascule dans son état d'esprit à elle, plus qu'autre chose. Je parlais de la danse, donc de l'entraînement pour Natalie Portman. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'artifice, mais qui est de l'ordre d'un vrai travail, c'est la question sur la voix. On le voit, le personnage de Natalie Portman a une voix d'enfant. Au-delà du fait qu'elle soit infantilisée par sa mère, on le voit, sa chambre est remplie de peluches. Comment avez-vous eu l'idée, ou qui a eu l'idée que Natalie Portman ait cette voix d'enfant? Sadly, we picked it up from talking to ballerinas. It was something that I think both me and Natalie noticed. There's the value put on youth in that world is insane because of there's so many perils of growing old in that world. So we picked it up, and we would actually work, when me and Natalie were working, we would try different levels. Like, we called that the white swan, the kind of innocent, and then a black swan had a much deeper voice. And I'd be like, like give me a 6 for the black swan. Now give me a 4. So she would do different layers of it so that we had different types of voicings of when we were somewhere in the middle of a film and we didn't know where the character was. That's how we kind of tuned into it. Mais c'est triste à dire, mais en fait c'est quelque chose qu'on a remarqué dans le milieu de la danse classique en lui-même. Chez les danseuses, la jeunesse est tellement valorisée à l'extrême qu'il y a vraiment quelque chose autour du fait de ne surtout jamais vieillir.
Donc on avait établi différents niveaux comme une échelle en fait. Il y avait la voix signe blanc et la voix signe noir, et donc que je lui ai fait un petit peu moduler en lui disant voilà, mets-toi à 6 sur l'échelle ou à 4, notamment avec les bascules qu'il y a au milieu du film quand on ne sait plus exactement où elle se situe. I don't know if that's. I don't think that's necessarily that true anymore in the dance world. I think things have changed. Dancers were really insulated when we started working on the film. They were really completely uninterested in us having access to learn about the art, to go to rehearsals, to meet the dancers. It was very, very difficult for us to get through those doors and to get access. But I think since social media, all of these dancers now have a whole different relationship with the world. So I think things have changed. C'est sans doute un petit peu moins vrai aujourd'hui dans le milieu de la danse, ça a un petit peu changé. Nous, à l'époque, on a voulu pousser les portes pour avoir un petit peu accès à ces coulisses. On nous donnait pas facilement cet accès. Les danseurs classiques étaient très isolés. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils ont une relation à leur public qui est extrêmement différente. Donc, je pense que ça a quand même évolué. Vous l'avez dit, donc Natalie Portman, c'était votre choix d'emblée. En tout cas, il n'y a pas eu d'autres actrices pour interpréter Mila. Et est-ce vrai que vous en avez déduit le reste du casting à partir de Natalie Portman? Je parle plutôt du casting féminin. I guess so. I mean, you always want to cast around. You want to create a full. You start with like an anchor main person. Like my new movie called Stealing, there's a lead character, and that was Austin Butler. And then we sort of built a world around him. But everyone had to be in some way in relationship with him. And then, of course, there were different relationships between different people. So yeah, it all began with Natalie. And then we did a script reading really early, and for a script reading where you sit around in a circle and you read the script, I think it was before we had the money. The casting director recommended Barbara Hershey, and she came in, and sometimes that's why actors will do that for free, because sometimes it like clicks, and I was like, oh, that'll work. Vincent, I've been a fan of Vincent for a long time, since Matthew Kassovits's film La Haine. I was like, oh, that guy's cool. And so I just offered it to him, and he accepted. That was great. I think we met, actually, he was in Paris, I was in London, and he came and we had a lunch. Mila Kunis had been in one movie and was friends with Natalie, and I had seen the movie and was really excited, and Natalie recommended her, around the same time, so that's how that happened. Oui, plus ou moins, et c'est toujours un petit peu le cas quand on aime bien avoir le personnage principal qui est une sorte d'ancrage et l'acteur principal, et c'est le cas pour mon prochain film à sortir, Caught Stealing, dans lequel tout le monde est construit autour du personnage d'Austin Butler, qui était mon personnage central, et ensuite les relations entre les personnages se construisent et on prend les acteurs en fonction de ça. Là, c'était Natalie Portman qui était au centre. On a fait une lecture assez tôt, avant même d'avoir les financements. Et je crois que c'est la directrice de casting qui a recommandé Barbara Hershey pour le rôle de la mère. Et c'est là où parfois les acteurs acceptent de venir gratuitement faire des lectures, parce que si ça marche, ensuite ça peut leur assurer le rôle derrière. Je suis fan de Vincent Cassel depuis que je l'ai vu dans La Haine. Je l'ai toujours trouvé très cool. Et un jour où j'étais à Paris, un jour j'étais à Londres, il était à Paris, il est venu à Londres et on a déjeuné, je lui ai offert le rôle à ce moment-là. Et quant à Mila Kunis, je crois qu'elle avait joué seulement dans un seul film à l'époque, et elle était amie avec Nathalie, et j'avais vu ce film en question, et j'étais content que Nathalie la suggère pour le rôle aussi. Barbara Hershey, d'ailleurs, qui disait dans un entretien qu'elle était allée jusqu'à affiner ses sourcils pour ressembler davantage à Natalie Portman. I've never heard that before. Is that true? Je ne savais pas. Entretien filmé. Vous parliez de différentes versions du Lac des Cygnes et des versions peut-être plus sombres. Je pense à une version, celle de Rudolf Nureyev, donc grand chorégraphe et danseur de ballet, qui a adapté le Lac des Cygnes en 1984. Cette version se voulait plus sombre, plus freudienne.
Et un danseur, Charles Jude, à propos de ce lac des cygnes, de cette version du lac des cygnes de Benoliel, disait ceci: il ne faut pas voir dans la fin le triomphe du mal, mais la quête sans cesse renouvelée d'une perfection jamais atteinte. J'ai l'impression que cela pourrait aussi s'appliquer à Black Swan. Qu'en pensez-vous? I don't think evil triumphs in Black Swan. Was that the question? Oh, and that's Nuriyev's ballet has that too? C'est ce que dit un danseur. Oh, I haven't seen that version of it. Which dance, is that the Paris ballet? C'était en 1984. Here? Yes. Nuriev was here. Opéra, oui. Okay. They still perform it? I don't think so, unfortunately. I'd like to see it. I wish. Yeah. That sounds interesting. What was the question? I mean, it was achieved. That's the closing line of the film. It was perfect, and that was Natalie's line. Natalie wrote that line. We had a different line, and I think the last line of the script Mark gave to Vincent, and he might have said that was perfect, and Natalie was like, "No, it's not his line, it's my line." So she was right. Et cette perfection dans Black Swan, elle est atteinte à la fin de fait, puisque c'est la dernière réplique du film, et ça c'est Nathalie qui l'a dit, et c'est bien que ce soit elle qui la dise, et au départ c'était Vincent qui devait la dire, et finalement je suis très content que ce soit elle qui la dise. Qu'est-ce que justement ça représente pour vous la perfection au cinéma? C'est un leurre, un idéal, une fausse bonne idée? I used to subscribe to the idea that there were perfect movies. I think there are a few out there, and of course you try to make something where every single shot somehow points to the thematics of the film. Very, very hard to do, but that's what you work to do. Je suis quand même convaincue qu'il existe quelques films parfaits, il y en a quelques-uns, où vraiment on a des plans qui ont une certaine perfection, qui vont à la quintessence de ce que veut dire le film. Oui, ça peut exister. Vous avez reçu l'enseignement d'un homme qui s'appelle Stuart Rosenberg. Et Stuart Rosenberg était un professeur à l'American Film Institute, mais aussi avant, il a été un grand directeur d'acteurs. Il a tourné 4 films avec Paul Newman, il a fait jouer Robert Redford, Jack Lemmon et Mickey Rourke dans The Pope of Greenwich Village. Vous-même, vous êtes aussi un très grand directeur d'acteurs, et beaucoup de vos acteurs ont été nominés ou primés aux Oscars. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de l'enseignement qui était celui de Stuart Rosenberg, et en particulier sur la question des acteurs? Well, I think a big reason I cast Mickey Rourke, well, that's not true. I was a big fan of Mickey Rourke's, but the opening scene of The Wrestler, which you were talking about last night, about following Mickey, I decided to do it because I realized that the entire time the audience would be wondering what Mickey Rourke looks like right now. And so trying to hide that for as long as possible was the goal of that shot. But Stuart in Pope of Greenwich Village taught us a story when he was teaching us. There's a scene where Mickey Rourke breaks up with Daryl Hannah, or she breaks up with him, I don't remember, and he's exiting the apartment, and the camera's on his back, and he told Mickey, show me your pain, or whatever it was, he was able to do that. So I knew that Mickey could do amazing things with the back of his head. So
that kind of gave me the courage to, the first 10 minutes of the movie, you don't see the actor's face. Alors j'étais fan de Mickey Rourke et j'ai voulu l'engager, notamment parce que je savais que Stuart l'avait fait travailler. Mais pour cette scène d'ouverture dont on parlait hier soir à la présentation de The Wrestler, la caméra qui suit Mickey Rourke de dos, si j'ai fait cette scène, c'est parce que je me suis rendu compte que tout de suite le public la première question que le public allait se poser, c'est à quoi ressemble Mickey Rourke aujourd'hui ? Cette façon de dissimuler son visage le plus longtemps possible, c'était l'enjeu de la scène. Et Stuart Turner, quand il nous a parlé de la scène de The Pope of Greenwich Village, il nous a raconté qu'il y a une scène dans laquelle une scène de rupture entre son personnage à lui, Mickey Rourke, et Daryl, et on le voit, il sort de l'appartement et on le voit de dos. Et Stuart avait dit à Mickey Rourke comme direction d'acteur, montre-moi ta souffrance, même de dos. Donc je savais, et il avait réussi à le faire, donc c'est quelque chose dont je savais que Mickey Rourke était capable d'exprimer beaucoup de choses avec sa nuque, et c'est pour ça que j'ai eu le courage de faire cette scène. Pendant les 10 premières minutes, on le voit que de dos. Et sur cette conception de l'acteur américain, on sait qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de théories de l'acteur, la plus célèbre étant l'acteur studio, la méthode. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, la méthode ? Est-ce que quelque chose qui a intéressé Stuart Rosenberg ? Et est-ce que, je dirais, vous allez chercher des acteurs et des actrices qui se revendiqueraient d'une telle pratique ou d'une telle approche du personnage ? From the method? I hate method actors. More? Okay. I don't think, look, I think there's nothing wrong with doing a tremendous amount of research and really studying and really working hard. But acting's make-believe. And definitely, like, if you're going to do an intense scene, keeping yourself isolated and focused and ready, there's nothing wrong with that. And then in between takes, maintaining that emotion, it's a sport and staying in play game. But to be a great basketball player, you don't have to be dribbling all the time. It's not how it works. It's you do your homework, and then you get yourself ready, and you take care of yourself. And it only is this fake reality between action and cut. So there's no need for it, I don't think. I think there's definitely ideas in there about like how you find emotions and stuff, but really it's just like I think it's just like a kind of it's just something to hide behind as opposed to like just doing the work and being professional. But. Moi je déteste vraiment l'acteur studio, la méthode de l'acteur studio, non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à faire des recherches, à se documenter, à travailler son rôle, à étudier les choses, mais jouer la comédie c'est avant tout faire semblant. Et bien sûr que c'est bien dans une scène intense de rester concentré et entre les scènes et entre les prises de rester concentré, rester dans son personnage, mais on ne devient pas un grand basketteur en passant sa journée à dribbler en permanence. C'est pas comme ça que ça fonctionne réellement. Il faut faire le travail qui permet de capturer ce moment de semblant entre action et coupée. Et il n'y a pas besoin de tout ça. Il y a beaucoup effectivement de gens qui théorisent comment trouver l'émotion dans une scène, mais d'une certaine manière, c'est un peu se cacher derrière son petit doigt et c'est pas forcément comme ça qu'on l'obtient le mieux. I've worked with a few actors that use the method, and ultimately it's fine as long as it's like it's not debilitating for the rest of the crew and cast. I think it's fine if that's how they want to spend their time. But I encourage them. I just encourage them to relax a little bit. That things will be fine. But I think if that's what they want to do, it's okay. And really, what you learn is
kind of every actor has their own technique or method, and they all need slightly different things, and it's your job as the director to tune into what their requirements are and to make them feel comfortable and safe to do their work. And I think that's like the whole trick of directing actors, is just making them feel comfortable so that they can really feel free to play. Et j'ai travaillé avec des acteurs qui avaient cette méthode acteur studio, ce qui me dérange absolument pas, tant que ça n'est pas une façon, tant que par ricochet ça ne bride pas l'équipe dans son ensemble. Je les encourage essentiellement à se détendre, je les mets à l'aise. S'ils veulent travailler avec leur méthode, évidemment ça me va, mais ce que j'ai plutôt appris, c'est que chaque acteur a sa propre technique, sa propre méthode, a des besoins différents, et que moi mon rôle de réalisateur et de directeur d'acteur, donc, c'est d'être à l'écoute de ses besoins et de les mettre en confiance, de les mettre à l'aise pour qu'ils se sentent libres. Quand on voit The Wrestler, on pense évidemment qu'il y a un parallèle entre Mickey Rourke, l'acteur, et le personnage. Et ici, dans Black Swan, j'ai un peu la même impression avec le personnage de Winona Ryder qui joue la danseuse déchue dans Black Swan et qui avait connu un peu une période de creux dans sa carrière. Est-ce que vous l'avez choisi pour cette raison? Est-ce que vous en avez parlé avec elle? Est-ce qu'elle était consciente de ça? I don't know if we had a direct conversation about the connections, but I think if you read the character, it's very clear, and it was for her to decide if she wanted to play that type of character. There was a couple of other actors before I had the idea of Winona we went to who were not ready in their career to play that role. Je suis pas sûre qu'on en ait parlé aussi directement que ça, de façon aussi transparente, mais quand on voit le personnage, elle, en voyant ce personnage, je pense que c'était clair pour elle de ce qu'elle allait jouer, et c'était elle de décider si elle avait envie de jouer ce personnage-là. On avait rencontré quelques autres actrices avant elle, qui, pour le coup, ne se sentaient pas prêtes, elles ne se sentaient pas à un moment de leur carrière où elles se sentaient prêtes à jouer ce type de personnage. Don't we want to talk about something else besides Black Swan? I'm bored out of my mind. Can we get some questions from the audience? Oh, yeah. Une dernière question, et après on donne la parole au public. Une dernière chose. Dans la plupart de vos films, et encore tout récemment à Las Vegas, vous avez fait un film absolument spectaculaire pour une sorte de géode, ça s'appelle The Sphere, qui se trouve donc à Las Vegas, et c'est un écran à presque 300 degrés. Et donc c'est une sorte de spectacle total, ça s'appelle Postcard from Earth, of Earth. Et j'avais envie de dire, est-ce que ce film-là, ou les films que vous faites, qui sont très spectaculaires, ont pour vocation à être une expérience pour le spectateur, vocation à être un voyage sensoriel pour le spectateur? Est-ce que c'est ça votre quête? I'm surprised I'm invited to the French Cinémathèque and I have a show in Vegas. It feels like if you do something in Las Vegas, you shouldn't be allowed within 150 feet of this building. Mais je suis étonnée, justement, en ayant un film qui est projeté à Las Vegas, d'être en même temps invité à la Cinémathèque. Pour moi, je me disais que du coup, si on faisait un truc à Las Vegas, on n'avait pas le droit d'approcher à moins de 50 mètres de la Cinémathèque française. L'esprit très large ici. Yeah, very easy, yeah. Let's see, so it was a really interesting job because it was technically super challenging. It was all new cameras, all new lenses. Basically, it was a camera that they built to shoot images for the Sphere, and like, you know how TVs, you have a 4K TV, you use those terms here? This was a 16K camera. The final film, which is 50 minutes long, was 1.5 petabytes in memory. So it goes gigabyte, what does it go after that? Tetrabyte, and then petabyte. So it's 1,000 tetrabytes. And we all live like in gigabytes, basically. So
This was 1.5 petabytes. At one point, there was like a suitcase like this, and I was like, oh, what's this? And it was a $2 million hard drive. And I was like, what the hell is that? So the images were just, the resolution of the images were just insane. We filmed a praying mantis, and we photograph it, and it's perfectly clear, and it's twice as high as from here to the ceiling, and you're just seeing it right in front of you in perfect resolution, which is a bizarre experience, because if you ever look at a praying mantis, you get down really close, and you can sort of focus on like the head maybe, and then you shift your eyes and you're focusing on the feet, and then you're focusing, your eyes just can focus very, very small, but this is like a perfectly in focus insect. So it was a wild instrument. We shot paramecium through a microscope and projected it on this thing. And then we shot all the normal things, an elephant and a giraffe. And so it was, and I've done tons of natural history work. I don't know if any of those shows have shown here in France, but I've done all these kind of nature shows for Nat Geo. And so this was like bringing it up to another level. It was actually kind of exciting because we got full creative freedom. And so we actually kind of tell the story of the Earth, and it kind of has a big environmental message in it. And we're showing it to people that come to Las Vegas, so it's pretty interesting. I could get, 3.5 million people have seen the movie in Las Vegas, and I guarantee you, none of them have been to the French Cinémathèque. So it was really nice to reach very different audiences. I had to go to Las Vegas last week, and I went to see it because I haven't seen it in about a year and a half. And I know I don't see my films again, but this is not really a movie. It's more of like, it's a different type of experience, and maybe you'll go see it. But and I was, watching, and I was like, oh wow, this is really dark and messed up. And I was sitting in the most expensive seats, and the woman next to me fell asleep. And I was like, welcome to Vegas. Oui, c'était intéressant parce que c'était extrêmement stimulant techniquement, puisque c'était des caméras et des objectifs qui ont été créés sur mesure. Quand on parle de télévision 4K ici chez nous, là on parle de résolution 16K. Et la taille d'un fichier, donc du film de 50 minutes, on est donc à plus de 1500 téras. Et à un moment, je m'amusais à regarder c'est quoi cette petite mallette. C'était un disque dur qui coûtait $2 millions. Donc on est vraiment dans des niveaux ahurissants de résolution d'image. Et on filme à un moment une montre religieuse avec une netteté parfaite, et on la voit comme ça sur 2 fois cette hauteur du sol au plafond. Et c'était une expérience très différente de quand on veut voir une montre religieuse en général, puisqu'on doit se baisser en général pour la voir. On va zoomer sur la tête ou sur les pattes. Là, on l'a vraiment, si on peut dire, en pied, de façon extrêmement nette. Et j'avais déjà fait des documentaires d'histoire naturelle. Je ne sais pas s'il y en a qui sont passés en France ici pour National Geographic, mais là, on est vraiment à un niveau totalement supérieur. Ce qui était bien ici, c'était qu'on avait une liberté totale. Donc c'est une histoire un peu de la Terre, avec un message à forte portée écologique. Et ce qui est un peu le comble, c'est qu'on montre ça à Las Vegas. Il y a 3,5 millions de personnes qui l'ont vu pour l'instant, ce film. Et je peux vous garantir qu'aucun n'a jamais mis les pieds à la Cinémathèque française. Donc c'était bien aussi de toucher ce genre de public-là. J'y suis retournée la semaine dernière pour le voir, ça faisait 1 an et demi que je ne l'avais pas revu. Et même si je ne revois pas mes films, là c'est quand même autre chose, c'est vraiment une expérience d'un autre ordre. Et j'étais dans les sièges VIP de devant, et la femme à côté de moi était endormie. Je fais bon, voilà, c'est ça Las Vegas. J'ai une dernière question avant de laisser la parole au public. Darren, vous êtes, en plus d'être réalisateur, vous êtes producteur, vous avez votre propre société de production Protosia Pictures, et vous avez réalisé des films à très petit budget. Je pense à Pie, votre premier long, jusqu'à Noé, qui a coûté près de 200 millions de dollars. Est-ce que vous seriez tenté de réaliser un film de super-héros ou un Marvel?
Parce qu'il y a quand même dans votre cinéma ce côté... I didn't know the audience already started to ask questions. Look, I think that time has passed. Yeah. I came very close at certain times, but I was always able to make the film I really wanted to make in front of me, so I just never went down that path. En fait, pour moi, c'est une époque un peu révolue pour moi. Je suis passée assez près de le faire à quelques reprises, mais comme finalement j'ai toujours pu faire les films exactement comme je voulais les faire, j'ai jamais ressenti le besoin d'aller dans ce côté-là. Est-ce que vous avez des questions? Et voilà, il y a un micro ici et un micro ici. Donc allez-y, oui. Oui, bonsoir. Merci déjà pour la présentation de ce film, que j'ai beaucoup apprécié. Vous disiez vous-même que vous avez été influencé par plein de films pour faire ce film. Et aujourd'hui, je crois que Black Swan est aussi précurseur et a initié plein d'autres films. Et il est peut-être précurseur d'un style qu'on appelle art horror film ou elevated horror. Qu'est-ce que vous pensez de ce terme? Et est-ce que ces sujets que vous avez abordés, qui sont précurseurs, comme l'harcèlement sexuel ou le traitement psychologique des personnes, est-ce que c'est encore des sujets qui vous intéressent et que vous avez envie de traiter dans d'autres films? Voilà, merci. Merci. I like the term art horror film. I think that's interesting. It just means bringing kind of attention and I guess a point of view to a genre film, which is always interesting. I think there's nothing wrong with taking a classic genre and then just trying to make it better and do it with real craft. That's a beautiful exercise. Kind of what I'm doing with Caught Stealing, my new movie, which is just really a genre film. It's a crime caper, and we just tried to make it really well. And it was a really kind of fun activity to do that. Oui, j'aime bien ce terme de art horror. Effectivement, c'est juste une façon de dire que on fait un film de genre, mais dans lequel on prête attention à tout ce qu'on y fait dedans, à mettre un certain art, un certain artisanat et à y apporter un point de vue. Donc c'est revisiter un genre classique. Ça me paraît un bon exercice en effet, et c'est aussi ce que je fais un peu dans Caught Stealing, mon nouveau film qui est un film de braquage, mais un peu justement pimpé quoi. How do you say crime caper? Un film de braquage, c'est ça? Oui. Un film de braquage. Un film de braquage. Un film de casse. Is it a genre here in France? Film de casse, c'est... We made a retrospective of this kind of... Oh, good. Put me in the next one, please. Allez-y, oui. Oui, vous avez parlé du lac des cygnes et puis du double de Dostoïevski. Moi, je suis impressionnée et intriguée par l'apport psychiatrique de cette psychose qui se révèle et qu'on suit tout au long du film sans savoir si c'est la réalité, si c'est des hallucinations. Je trouve que c'est assez prodigieux de voir comment ça se révèle. Tout ce qui a un rapport au sexuel, elle découvre la sexualité, c'est là que la psychose se révèle. Comment vous traitez ce sujet-là, qui est à mon avis extrêmement difficile? Est-ce que vous avez des apports de psychiatres, de psychanalystes? Comment ça se passe? Parce que moi, je suis très intriguée par cette question. Of course, there's lots of thinking and theorizing and talking about all of that, a tremendous amount of research and character work, and then working with Natalie and exploring the themes, the ideas of her understanding where her reality is at that time. Whenever you go into a deeply psychological film, you have to do all that homework, and that's just being in touch with people who think about that all the time and trying to learn as much as you can from them.
Oui, bien sûr, il y a énormément de recherches qui ont été faites dans ce domaine, et bien sûr qu'on va chercher là-dedans. Quand on a construit le personnage, on l'a fait aussi en collaboration étroite avec Natalie Portman pour qu'à chaque instant elle comprenne où elle en était de sa réalité. Et vraiment tout film psychologique nécessite ce grand travail préparatoire. There's also so much writing on it. So many dancers have written about their experiences and written autobiographies about all the things they went through that are like very easy to access. And then of course there's so many people who want to talk about their own experiences, and that's just spending time and listening, you pick up a lot. Et il y a en outre énormément de témoignages d'anciens danseurs, d'autobiographies qui expliquent bien, et il suffit d'écouter les expériences personnelles de ces personnes-là. In my first film, P, the lead character suffers from migraine headaches, and I can remember we would just interview all these different people about how their migraines worked and what they did to them, and not only would that influence the actor, it would influence how I would like visually try to represent what they were doing. Et pour mon premier film, Pi, par exemple, le personnage principal a de très fortes migraines, des crises très fortes de migraines, et je me suis beaucoup entretenue avec des gens qui étaient touchés par cela pour comprendre exactement comment ça se passait, et ça a influencé ensuite ma façon de le filmer, de le rendre visuellement. Hello, hi. Où êtes-vous? Moi. Oh, hello. Hi, first of all, I'm so happy to be here and thanks for coming here. My question is about the last seconds of the film Wrestler. I wanted to ask you, did you know Iranians, they get offended by being called Arabs, and was it intentional choosing a character holding Iran's flag and wearing Arabic costume? Alors, question sur la dernière scène de Wrestler. Est-ce que c'était volontaire pour vous d'avoir un personnage qui s'appelle l'arabe et qui brandit un drapeau iranien? That was a complete accident. That where research wasn't done, and we paid the price for that, which was the Iranian government actually put a fatwa on the movie and didn't release the movie in Iran because of that. And I sent an apology because we really did not know. But I think there was also, it was a shame because there was a little bit, I think they were also offended that the flag got broken. And so for us it was, I mean, the character who plays that character is clearly not Arab, and he's African American. And it's kind of made clear in the film because we're trying to make fun of the whole role-playing that's happening in wrestling. Wrestling has this long history in America of oversimplifying politics for the public. There's a very famous character named the Iron Sheik who fought Hulk Hogan, who you probably have heard of, but the Iron Sheik was this kind of stereotypical character, and we had also Nikolai Volkov, who was like this stereotypical Soviet character, and it's kind of a cartoon show. So we thought as filmmakers that we would just sort of show how fake that is by the casting of it. But yeah, that was a mistake by, but no one on the set realized that there was any sensitivities to that. Thank you very much. Oui, alors effectivement, ça c'est peut-être un défaut de recherche de notre part qu'on a payé assez cher. Le gouvernement iranien a lancé une fatwa contre le film, l'a censuré, il n'est jamais sorti en Iran. On a envoyé des excuses. Je pense qu'ils étaient aussi offusqués par le fait que le drapeau se casse dans le film. Nous, on pensait qu'avec un acteur qui n'était clairement pas arabe, qui était un acteur afro-américain, qui jouait ce catcheur, on se moquait un peu des jeux de rôle qui ont lieu dans le catch, et avec une simplification excessive de la politique et un petit peu des figures, des stéréotypes, des clichés. Il y a
Il y avait un catcheur très connu qui s'appelait The Iron Sheik, un autre qui représentait une sorte de soviet, un peu, un cliché sur pattes. C'est comme du dessin animé pour moi, c'était ça. Et on voulait rendre compte de ça, à quel point tout ça est faux, mais on n'avait pas conscience de l'effet que ça aurait. Allez-y. Hi. So first of all, thank you for this movie. It was my first time to watch it. And wow, like I watched Black Swan and I'm left with the strange sensation of having seen something profoundly beautiful, but profoundly disturbing at the same time. And you have a very particular way of sublimating suffering in your films. It's frontal, visceral, and almost painful to watch. But we can see that it's never for free. It even becomes, at times, a form of grace. So I'm wondering, for you, is suffering an artistic subject like any other? Or is it precisely because it hurts that it inspires you so much? Alors, le film laisse une sensation de beauté profonde et aussi on est profondément dérangé. Vous sublimez la souffrance d'une façon assez frontale et viscérale, mais ce n'est jamais gratuit, ça peut toucher même une certaine grâce. Est-ce que pour vous la souffrance est un sujet artistique comme les autres, ou est-ce que c'est justement parce que ça fait mal que vous voulez le traiter? I don't know, I think that it just shows the depth of humanity. And that I don't know, you can do it in so many different ways. In movies, it's just important to show real people, and I think I'm always amazed by how many different things can be surprisingly human. So pushing characters to the edges. I think somehow tells us a lot about ourselves. It's kind of how tragedy was used in the ancient world, of like giving us examples of people going through great challenges so we could learn about our own lives. Je pense que ça sert à sonder les profondeurs de ce qu'on a en nous d'humain. Et c'est important de montrer cette vérité-là, elle émerge notamment de cette souffrance. Et on arrive à des choses étonnamment humaines par ce biais-là. En poussant un personnage dans ses retranchements, c'est extrêmement révélateur. Et je crois d'ailleurs que c'est à ça que servait la tragédie dans l'Antiquité, à voir des personnages comme ça aller aussi loin dans certaines situations. Et ça nous apprenait des choses sur nous-mêmes. Devant aussi, ou je ne sais pas qui a le micro. Oui, allez-y. So, hi. First of all, thank you for Black Swan because it's such an amazing movie. I had some technical questions to ask you. So you chose on purpose to work with 16mm, which is already a very small format, and then you used some spherical lens, the Zeiss Ultra Prime, and then cropped it with an anamorphic look. So I wanted to ask when this decision came up and did it cause trouble on the set? Also, you said that you didn't make storyboard for the very technical and complex scene of dance, and I wanted to ask how do you manage the sound work for the scenes because I think it might be a nightmare to follow this kind of action with the boom, and also to hide some stuff because we see some microphone because we saw around. Thank you. Yeah. Alors, question sur, alors à la fois une question un peu technique, à la fois sur, il va en parler donc sur l'image, ce que vous avez choisi, le 16 mm, et également différents formats. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué à gérer? Et le travail sur le son, est-ce que c'était pas trop compliqué justement dans les scènes notamment de danse, de faire à la perche ou d'avoir des micros? I guess sound I can't remember. I don't know if we shot silently, but we probably put at least a lavalier on her which you could hide, and it's just a small microphone that goes on the actor, and it's all remote radio frequencies things through the air. So I doubt there was a boom following around for those complicated sequences. But we have done complicated sequences with a boom. It's all part of the choreography.
as far as the filming, you know, Maddie and I love grain, always have, always will, and so the less of a negative you use, the bigger the grain is. Alors pour le son, je me souviens pas exactement. Je pense qu'on avait dû équiper les acteurs de petits micro-cravates comme ça qui se voient pas et ensuite étaient transmis. Je sais pas si on avait tourné en silence ou bien si on avait fait ça. En tout cas pour ces scènes-là, évidemment, on pouvait pas avoir de perche dans le champ. Et pour ce qui est du visuel du film, Mathieu Libatic, donc mon chef opérateur et moi, on adore l'image. Très granuleuse, plus elle est granuleuse et plus on aime ça, donc ça nous allait très bien. Hi, sorry. Thank you so much for this masterclass. So last year I wrote my master's thesis on the imprisonment and metamorphosis of the protagonist in 4 of your movies, including Black Swan. What was your grade? 15 on 20, so it wasn't great. Well, let me talk to the teacher. So, the idea for this thesis came from the last shot of the movie, The Fade to White, and it kind of obsessed me for over 10 years. And so the question I'd like to ask you is, how do you create your characters visually? Do you see the substance or the very material of the film as a character in itself, as if it embodied the characters? Thank you. Alors l'année dernière, j'ai fait donc un mémoire sur la métamorphose des personnages dans 4 de vos films. Et la dernière image fondue au blanc m'est restée vraiment, m'a poursuivi très très longtemps. Je veux savoir comment vous créez vos personnages visuellement. Thank you for that question. Thank you for the paper. What upset, like the fade to white, you were wondering what it meant? The fade to white, but also I felt like the movie exploded with the characters, like the characters had to come out of the frame in order to live, and so... Which movie are we talking about? Black Swan, oh yeah. I saw it in Mother, like the home, in The Wrestler, but also The Whale, and like there's... When I saw The Whale in the theater, at the end of the movie, the white screen, I knew it was the end, and I saw it as a pattern in your movies. So. Yeah. Il y a un schéma sur le fondu au blanc. Well, basically, she figured out that all my characters died, except for Noah. I wanted to kill Noah, but the Bible said I couldn't. So. But it would have been a better ending if he died at the end of it. Yeah. Okay, so let's see. I don't know. I think and caught stealing. Well, I can't tell you what happens at the end. No, don't ruin the ending. Okay, don't ruin the ending. Okay. You'll be surprised. Yeah, I don't know. I think I don't know why they all they all end that way. I just it sort of happens. I'll tell you one thing. At the end of Requiem, I'm just going to tell a story because I don't know how to answer it. At the end of Requiem, all the characters are in terrible shape, and when I read the book, I remember I went to Hubert Selby Jr., the author of the book, and I asked them, are the characters dead? Because I wasn't sure. I was writing the script. And I was like, are the characters dead? And he just started laughing. And I said, why are you laughing? And he said, of course not. And I said, why do you say of course not? They still have more suffering. So I don't know. I think it goes back to the first question about suffering. I don't know. I'm not sure why. I've got to talk to my shrink about it. I'll let you know. Oui, donc vous avez effectivement très bien compris que tous mes personnages meurent à la fin, ou quasiment, sauf Noé. Mais moi, j'aurais bien aimé le faire mourir, sauf que la Bible, elle dit que non. Mais dommage, ça aurait fait une meilleure fin. En tout cas, dans Requiem, tous les personnages finissent quand même
en étant assez mal, dans un assez mauvais état. Et je me souviens d'avoir demandé à Hubert Selby Jr., qui a écrit le livre, est-ce qu'ils sont tous morts à la fin? Il a éclaté de rire, et je lui ai demandé pourquoi. Et il a éclaté de rire, il me dit mais non, pas du tout, ils ne meurent pas parce qu'ils ne sont pas du tout encore au bout de leur souffrance. Donc peut-être qu'il faudrait que je consulte mon psy à ce sujet. Je ne sais pas où est le micro. Allez-y, oui. Hello, thank you for being here. First of all, are you happy? Like, are you doing well? Comment ça va? To be here. Are you okay? Welcome in France. In what type of ways? I mean, just in general, because on a more serious note, like I watched Requiem for a Dream when I was 13. Are you well? Not really, but that's another topic. Over the years, I haven't watched it for the next 6 years. And when I went back to it, I was more grown up. And at first, I thought it was more of an anti-drug movie in some ways. But I just realized, in the whole context of things, it's really about wanting a different reality, chasing childish dreams. And when you put Harry, Marion, and Tyrone in the story, it's quite an easy story to tell, with all due respect. But when you also add the character of Sarah, who is chasing sort of her big moment, her glory, the drugs are just a means to an end, I think. And is it more about how, in the same way as Black Swan, chasing your dreams, losing your identity, and just being obsessive to reach a certain goal and maybe chase happiness? Is it in the end what is... See, if you wrote that, you would have gotten a 20. So in the end, is it what is going to destroy you? Because you... I mean, for the record, I'm very pro-drug. Oh, me too. I'm just anti-addiction. Yeah, absolutely. Same. Honestly, totally same. But I know it's weird that I made an anti-drug movie. It's strange, but yeah, I don't know. I think I mean, you see, you're hanging out with me for 2 hours now. You think I'm okay? I think you're okay in some ways, but what's funny is I showed the movie to my best friend, and she's a bit crazy too, so she absolutely loved it, and so I recommended her your entire filmography, and I was but this dude is actually super sad, but it makes for great art, so I guess. Yeah. Maybe I mean, I don't know if it's translatable what's going on here. Non, donc la question était un petit peu est-ce que les trois personnages de jeunes adultes sont... Vous, comment ça va? Oui, vous, est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Ce sont un peu des rêves puérils qui pourchassent, mais quand on voit le personnage de la mère, elle pourchasse un rêve, une obsession, peut-être un bonheur, mais qui mène à sa destruction. Et donc, ouais. I mean, it's a really hard question. It's I'd say moment to moment in life, I'm very happy. And I'm okay. I think I have a place to express things I think about. So I don't think what you see in the films necessarily is I'm not living in misery and suffering and pain. I luckily, but I don't know. I think it's funny. It's I think it's really all about, for Requiem for a Dream, when I read the book, I felt it so deeply. It made me feel so deep and so alive. And people have asked, what are the sets like? They must be so miserable, with all these method actors and stuff, but they're actually incredibly playful and light. I think when we actually do the work, it's super intense. But once again, most of the actors I work with are just sort of grabbing that emotion for the 30 seconds between action and cut. So you get a real intense energy when it's game time.
but then the rest of the time, it's not so intense. It's just people hanging out, trying to make good work. So I don't think it's representative. It's the same thing with The Whale. You know, The Whale, I went to see it as a play in New York, and the characters were so different than me. They were from another part of America that's like more foreign than Paris for me. And but I felt so deeply for those characters that I just wanted to tell their story. So I don't know, it doesn't make me unhappy to like try to represent other people's reality. It's like I don't know, it's the work, and it's kind of it's amazing to be able to imagine yourself in those things. I mean, just because you read a really sad book doesn't make you a sad person. Oui, j'ai la chance de, justement, si je pense à chacun de mes moments de vie individuellement, oui, je suis quelqu'un qui va plutôt bien, et j'ai en plus la chance d'avoir un moyen d'expression pour exprimer beaucoup de choses, et j'ai la chance aussi de ne pas vivre dans la souffrance, comme on l'évoquait tout à l'heure. Mais quand j'ai lu le livre, donc Retour à Brooklyn, j'ai été touchée très profondément par le sort de ces personnages. Et je me suis sentie extrêmement vivant. On me demande souvent, on me dit souvent que ça doit être vraiment sinistre mes plateaux de tournage, mais en fait non, l'ambiance est en fait assez légère et assez ludique. Les moments de jeu, donc entre action et coupé, sont très intenses en effet. Mais après, le reste du temps, au contraire, c'est plutôt un groupe de personnes qui essayent de travailler ensemble et qui passent du temps ensemble pour faire une œuvre. Donc c'est pas représentatif de l'ambiance qu'il y a forcément sur mes plateaux. Je me souviens que quand j'ai vu The Whale, c'était une pièce, donc quand je l'ai vue, et ce sont des personnages extrêmement différents de moi et qui viennent de coins reculés de l'Amérique, qui sont plus loin de moi que Paris ne l'est en fin de compte, moi qui suis new-yorkais. Mais j'ai été touchée au point de vouloir raconter leur histoire. Pour autant, ça ne me rend pas malheureux. J'essaye simplement de représenter la réalité d'autres personnes. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir s'identifier justement à des réalités. Mais c'est pas parce qu'on lit un livre triste qu'on va être triste. But I mean, just to go on with that a little more, because it's a good question. I enjoy it. I think I was more of like, I don't know, I wouldn't say a pessimist, but I was more, I was more like putting out warnings into the world when I made that film. That film was made in 1999-2000 when Paris Hilton was the most famous person in the world. And now that Trump is the most famous person in the world, I'm actually, I work hard to be an optimist and think about, even with all the challenges we are facing, I try to think about all the things that kind of connect us and bring us together. And that's kind of what I'm trying to do with my work now, is trying to connect people as much as I can. Et autant au début... Et autant dans mes premiers films, j'étais peut-être quelqu'un qui essayait de distiller des sortes de mise en garde. Requiem date de l'an 2000, qui était une période où Paris Hilton était la personne la plus célèbre du monde. C'était quand même assez sombre et j'étais un peu pessimiste. Aujourd'hui, on a Trump qui est la personne la plus célèbre du monde, mais malgré tout, j'essaye de distiller des messages plus optimistes parce que malgré les difficultés auxquelles on fait face et on va faire face, j'essaie de me concentrer plus sur ce qui nous lie et j'essaye de relier les gens le plus possible entre eux. Hi, thanks for your amazing filmography and for this great masterclass. You mentioned the fact about half an hour ago that you saw perfection in movies. So I would like to know, in your opinion, whether it's in the silent era, the golden age of Hollywood, the new Hollywood, or more recent film, which are your perfect movies in your opinion? Quels sont selon vous les films parfaits que vous mentionnez qu'il existe des films parfaits? Est-ce que c'est plutôt à l'époque du muet ou aujourd'hui? I think, I don't like to name certain films, but it's very specific. I think Yojimbo by Kurosawa is perfect except for one shot. See if you can figure it out. I think Amadeus is pretty perfect. I don't know. I think
I mean, there's definitely a few Fellini films that are amazing. It's you know, there's so many great movies out there that it's hard to like be specific on them, and they all in different ways work. But it's like when every single kind of decision of every shot is all pointing in the same direction. It's kind of like if you have a bunch of metal filings and you kind of magnetize them all when they all sort of point in the same way. That's kind of what you're trying to do with a movie. And it's very, very difficult to do, to get it that close. Alors, c'est difficile hein, de nommer des films, mais je pense à Yojimbo de Kurosawa, qui est parfait, sauf il y a un seul plan que je trouve pas parfait, vous trouverez vous-même lequel. Il y a Amadeus, que je trouve être un film quand même relativement parfait, quelques films de Fellini également, mais il y en a tellement de grands films, et chacun à sa manière qui fonctionne. Et pour moi, un film parfait, c'est quand toutes les décisions, chaque choix de plan pointe dans une même direction, qui est une cohérence totale. Et pour moi, c'est vers ça qu'il faut tendre quand on fait un film. Qui a le micro? Merci pour cette présentation déjà. C'était la première fois que je voyais le film, j'ai passé un formidable moment. Et il y a un personnage qui m'a particulièrement marqué dans le film, c'est le personnage de la mère, qui a à la fois une relation très fusionnelle avec la fille, mais une relation aussi très toxique. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce personnage et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'écriture de ce personnage? Unfortunately, it's a very cliche character. Stage moms exist in the world. It was more about how to make it an original, to do it in an original way. Malheureusement, c'est un cliché hein, assez classique de mères comme ça, un peu envahissantes avec leurs filles, notamment dans le domaine de l'art. Great. One more question by her. Can we do? You want to do one more? What? The last one? Yeah, your call. Okay. Right. Okay. So last one. Allez. Appliquez-vous. Hello. Hello. Unfortunately, it's not it's not with a question. I would just want to thank you to do the wrestler for the movie because I was talking as a wrestling fan. I attended to a lot of indie shows, and I was talking to wrestlers that they are not in their prime anymore. Like they are just doing these shows, they just making enough money to put food on the table. But like the pain is not worth the price. But they just doing it for the love of the business, and to have a character like Randy the Ram who just embodied the pain and just put it on the screen for everyone to see it. Just thank you for that. We can do one more question after. We'll get to one more real question, but that's Il y a great. une question là. Merci beaucoup. Moi qui suis fan de catch depuis toujours et j'ai parlé à des catcheurs qui justement sont plus dans leur première jeunesse et qui essaient juste de joindre les deux bouts, qui continuent pour payer leur loyer à être comme ça dans l'arène par l'amour du sport, mais qui payent le prix fort. Hello, and sorry, it's just out of curiosity, but like I was wondering, what do you hate most about your job, like in general? Because I know it's like wonderful. You can do all the things you want. You can put stories, put drama, put tragedy, make people sad, terrify grandmas, terrify kid children. But what do you? That's, I think, what you like, but what do you hate most about your job? Like, what's your like, no, don't like it. Qu'est-ce que vous détestez le plus dans votre boulot? Il y a plein de choses que vous devez aimer, faire pleurer, rire les gens, etc. Vous avez quand même beaucoup de pouvoir, et ça doit vous plaire dans ce que vous arrivez à faire. Mais qu'est-ce que vous n'aimez vraiment pas? I mean, you know, that was a great question. Look, I mean, there's a fear every single morning you wake up when you're going to set, and you don't know exactly what's going to happen,
And you also look at all the work that has to happen that day. And even though you've already done a bunch, days upon days of work, you just have no idea how you're going to get through the day. So there's that feeling that's always there every morning that sucks. But then the second you start working, you start to realize, oh wow, I'm surrounded by all these incredible co-creators and artists, and they're all like working together to do it, and they want to get the work done. And so you just start chipping away at it. I think anytime you break out of the moment and start to think about, oh shit, I've got all this work ahead of me, that's like the worst thing. So it's like, it's whatever that fear is that kind of paralyzes you and takes you out of the moment. That's the worst part. Je pense que c'est vraiment cette peur qu'on peut avoir tous les matins en arrivant en plateau, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, comment la journée va se passer, et on voit tout le travail qu'on a à accomplir dans cette journée. Et même si on a déjà fait ça avant, et déjà accompli du travail, et réussi des journées, et là, on ne sait pas comment on va y arriver. Et il y a toujours ce petit moment de vertige. Et ça, vraiment, c'est extrêmement désagréable. Mais ensuite, on regarde autour de soi, on voit qu'on a toute une équipe d'artistes qui sont là pour collaborer. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on se retrousse les manches et qu'on va tous faire le travail. Mais c'est vrai que c'est le petit moment où on sort de soi. Il faut essayer d'éviter ça, parce que ça peut être une peur assez paralysante. Et ça, vraiment, j'aime pas du tout ça. Thank you very much. So, I don't know how many people were here for the Requiem screening, but like the fact that Requiem for a Dream is opening up in 60 theaters in France next week is just like amazing. There's no place else on the planet that has film lovers like you guys, and I'm incredibly grateful that you showed up for this and that you're all going to go see Requiem for a Dream at the theater. So thank you very much. Darren Aronofsky ne signera pas d'autographe dans la salle, mais vous pouvez le retrouver à la librairie de la Cinémathèque pour la signature du coffret, des DVD, des livres. Merci, à tout de suite.